En 2009, à l'aéroport international de Fairbanks, en Alaska, un événement étrange s'est produit. Du jour au lendemain, les pistes d'atterrissage ont changé de nom. La piste 1L-19R est devenue 2L-20R. Pas de travaux, pas de nouvelles constructions, pas de rénovation. Le béton était exactement le même. Sauf que les chiffres peints au sol ne correspondaient plus à la réalité. Le nord avait changé et la piste ne pointait plus dans la bonne direction. Ce n'est pas un cas isolé. À Tampa, en Suisse, même chose. Et même pas très loin, à Genève, en Suisse. 100 panneaux ont été remplacés et 150 kg de peinture ont été utilisés pour corriger les chiffres. À Austin, au Texas, à Reno, au Nevada, à Denver, au Colorado, partout aux États-Unis, des aéroports du monde entier sont obligés les uns après les autres de les renommer, de renommer leurs pistes. Parce que le nord, celui que vos boussoles, vos avions et vos téléphones utilisent pour vous dire où aller, n'est plus au même endroit qu'avant. Et personne ne sait exactement pourquoi. Bon, bien sûr, pour comprendre ce qu'il se passe, il faut d'abord savoir qu'il existe deux nords. Le premier, c'est le pôle nord géographique, le point tout en haut du globe, là où l'axe de rotation de la Terre touche la surface. Il est fixe et il ne bouge pas. Le deuxième, c'est le pôle nord magnétique. C'est le point vers lequel pointe une boussole, l'endroit où les lignes du champ magnétique terrestre plongent verticalement dans le sol. Et celui-là, il bouge, il a toujours bougé. Quand l'explorateur britannique James Clark Ross l'a localisé pour la première fois en 1831, il se trouvait dans l'Arctique canadien, à environ 1600 km au sud du pôle géographique. Pendant plus d'un siècle et demi, il a dérivé lentement, entre 5 et 15 km par an, quelque part dans le nord du Canada. Jusqu'à là, rien d'alarmant. Et puis, dans les années 1990, quelque chose s'est passé. Le pôle magnétique a accéléré, sans prévenir, sans explication. Sa vitesse a été multipliée par 6, atteignant 55 km par an au début des années 2000. Et sa direction a aussi changé. Au lieu de vagabonder dans l'Arctique canadien, il a pris un cap direct vers la Sibérie. En 2000, il a quitté les côtes canadiennes et en 2017, il a franchi la ligne de changement de date internationale. Et aujourd'hui, d'après les derniers relevés officiels qui ont été publiés fin 2024, il se trouve à 86,6 degrés de latitude nord et 164,6 degrés de longitude est. Bon, pour le dire simplement, désormais il est plus proche de la Russie que du Canada. Le nord magnétique est en train de quitter l'Occident peu à peu. Depuis, il a légèrement ralenti à environ 35 km par an. C'est la plus forte décélération jamais mesurée. Mais attention, bien sûr, 35 km par an, cela reste encore 3 à 4 fois plus rapide que tout ce qu'on a connu pendant 4 siècles. Et d'ailleurs, début 2026, un événement s'est produit qui n'avait probablement pas eu lieu depuis des siècles. Les pôles magnétiques nord et sud se sont brièvement retrouvés sur la même longitude. Et oui, ce détail est important, parce que le monde entier fonctionne grâce à ce point invisible. Les numéros des pistes des aéroports sont basés sur le cap magnétique, arrondi aux 10 degrés les plus proches. Quand le pôle bouge suffisamment, les chiffres ne correspondent plus. Et la FAA, donc l'autorité américaine de l'aviation civile, oblige les aéroports à tout renuméroter. Mais ce n'est que la partie visible. Le World Magnetic Model, donc le modèle de référence maintenu par le NOAA américain et le British Geological Survey, est utilisé par les compagnies aériennes, les marines militaires, les sous-marins, les systèmes GPS, les entreprises de forage pétrolier et chaque application de navigation de chaque smartphone sur la planète. Quand vous suivez un itinéraire en voiture, votre téléphone corrige en permanence l'écart entre le nord géographique et le nord magnétique. Les géophysiciens appellent cet écart la déclinaison magnétique et il change selon l'endroit où vous vous trouvez et selon le moment. Si cette correction est obsolète, la dérive commence. Par exemple, sur un trajet de 8500 km de l'Afrique du Sud au Royaume-Uni, utilisez l'ancien modèle au lieu du nouveau, vous ferez arriver 150 km à côté de votre destination. C'est la différence entre atterrir à Londres et atterrir quelque part à Calais. Ce modèle est normalement mis à jour tous les 5 ans, mais en 2019, pour la première fois de son histoire, les scientifiques ont dû publier une mise à jour d'urgence en dehors du cycle prévu. Le pôle a en fait bougé si vite que les prévisions devenaient dangereusement imprécises. Et cette année, la NOAA a publié une version haute définition du modèle avec une résolution 10 fois supérieure à la version standard. Et le HDGM 2026, qui est un modèle encore plus précis, intègre désormais une correction en temps réel des perturbations causées par les aurores boréales dans les régions polaires. Le message est clair, les outils d'hier ne suffisent plus pour suivre ce qui se passe sous nos pieds. Mais vous savez, le plus surprenant, c'est que les humains, nous ne sommes pas les seuls à avoir un vrai problème avec le nord qui bouge. En 1882, un naturaliste français nommé Camille Viguier a publié une hypothèse qui a été ignorée pendant plus d'un siècle. Il affirmait que les oiseaux et d'autres animaux pouvaient naviguer en détectant le champ magnétique terrestre grâce à leur oreille interne.
On l'a oublié et on a eu tort. Depuis, la science a confirmé que des dizaines d'espèces possèdent un sens magnétique. Les oiseaux migrateurs ont dans leur rétine des protéines appelées le cryptochrome. Et ces protéines sont sensibles à la lumière, dont les états quantiques répondent au champ magnétique. Leurs yeux leur montrent littéralement la direction du nord. Certains ont aussi des cristaux de magnétite dans leur bec supérieur, un minéral naturellement magnétique qui fonctionne comme une boussole biologique. En novembre 2025, une étude publiée dans la revue Science a même démontré que les pigeons détectent les champs magnétiques grâce à des cellules spécialisées dans leurs oreilles internes. Exactement ce que Viguier avait proposé 143 ans plus tôt. Les tortues marines, elles, impriment le champ magnétique de leur plage de naissance dans leur cerveau quand elles sont bébés. Des années plus tard, après avoir parcouru des milliers de kilomètres dans l'océan, elles retrouvent cette même plage en suivant la signature magnétique qu'elles ont mémorisée. Les saumons qui font la même chose, ils héritent génétiquement d'une carte magnétique de l'embouchure de leur rivière natale. Les baleines à bosse, qui détiennent le record de la plus longue migration de tous les mammifères, possèdent de la magnétite dans leur crâne. Elles parcourent 9500 km en ligne quasi droite, année après année, en suivant le même itinéraire avec une précision stupéfiante. Quand des chercheurs modifient expérimentalement le champ magnétique autour d'oiseaux migrateurs, ceux-ci se désorientent, choisissent des routes incorrectes ou adoptent des comportements de recherche inhabituels. Quand on fixe de petits aimants sur des crapauds, ils perdent leur capacité à retrouver leur site de reproduction. Toute la machinerie de navigation du monde vivant repose sur un champ magnétique que l'on considérait comme stable. Et ce champ est en train de changer plus vite qu'il ne l'a fait depuis qu'on le mesure. Alors, qu'est-ce qui provoque tout cela? La réponse se trouverait à 2900 km sous nos pieds, et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Le champ magnétique terrestre n'est pas produit par un aimant géant enfoui dans la Terre. Il est généré dans le noyau externe, une couche de fer et de nickel en fusion, à plusieurs milliers de degrés, épaisse de 2200 km. Ce métal liquide est électriquement conducteur, et il est en mouvement permanent. Ces flux de convection, combinés à la rotation de la Terre, créent des courants électriques qui génèrent le champ magnétique. Les scientifiques appellent ce mécanisme la géodynamo. Le principe est le même qu'une turbine hydroélectrique, donc un fluide conducteur en mouvement qui produit de l'électricité et du magnétisme. Sauf qu'ici, la turbine fait 7000 km de diamètre. Elle tourne depuis 4 milliards d'années et personne ne contrôle le thermostat. Ce que l'on voit en surface, le déplacement du pôle, c'est l'ombre portée de ce qui se passe dans cette fournaise. Et les satellites de la mission SWARM de l'Agence spatiale européenne, en orbite depuis 2013, ont permis pour la première fois de cartographier ces dynamiques profondes avec une précision inouïe. Ce qu'ils ont révélé est fascinant. Il n'y a pas un seul pôle nord magnétique, au sens simple du terme. Il y a deux grandes régions de flux magnétique intense dans l'hémisphère nord, un lobe sous le Canada et un lobe sous la Sibérie. Et ces deux lobes se livrent un bras de fer permanent. Depuis les années 1970, le lobe canadien s'affaiblit tandis que le sibérien se renforce. D'après les données de SWARM, les plus récentes, la zone de champ fort sous le Canada a rétréci d'une surface équivalente à l'Inde. Dans le même temps, celle sous la Sibérie a grandi d'une surface comparable au Groenland. Le pôle magnétique ne déménage pas par hasard, il est attiré par la force dominante, aspiré vers la Sibérie par ce déséquilibre croissant. Mais en février 2026, il y a très peu, une étude publiée dans Nature par l'université de Liverpool est venue ajouter une pièce cruciale au puzzle. En combinant des données paléomagnétiques, c'est-à-dire des mesures du champ magnétique piégé dans des roches anciennes, avec des simulations de la géodynamo sur des superordinateurs aujourd'hui, des supercalculateurs, les chercheurs ont identifié les coupables. Deux structures rocheuses colossales, de la taille de continents, enfouies à la base du manteau terrestre, sous l'Afrique et sous le Pacifique. Ces monstres de roches surchauffées ne font pas partie du noyau liquide, ils sont solides, mais ils modifient les contrastes de température à la surface du manteau noyau. Sous ces zones brûlantes, le fer liquide stagne au lieu de circuler normalement. Et cette perturbation influe la géodynamo depuis au moins 265 millions d'années. D'ailleurs, le professeur Andy Biggin, à l'université de Liverpool, un grand géomagnéticien, résume la découverte de la manière suivante. Il dit que certaines parties du champ magnétique sont restées remarquablement stables pendant des centaines de millions d'années, tandis que d'autres ont changé de façon spectaculaire. Et ce sont ces deux blobs géants, en quelque sorte, qui orchestrent la partition. C'est important à garder en tête parce que le mouvement du pôle n'est qu'un symptôme. Le champ magnétique terrestre présente un deuxième phénomène, moins médiatisé, mais peut-être plus inquiétant.
Au-dessus de l'Atlantique Sud, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, il existe une zone où le bouclier magnétique de la Terre est anormalement faible. On l'appelle l'anomalie de l'Atlantique Sud. C'est l'endroit où la ceinture de radiation de Van Allen, celle qui piège les particules solaires à haute énergie, descend au plus près de la surface terrestre, à seulement 200 km d'altitude. Dans cette zone, les satellites subissent des doses de radiation élevées. Le télescope Hubble coupe certains de ses détecteurs à chaque passage. La Station spatiale internationale a besoin d'un blindage renforcé d'ailleurs. Des astronautes rapportent y voir des étoiles filantes fantômes dans leur champ de vision, causées par des rayons cosmiques qui traversent leur rétine. En 2007, l'anomalie a probablement causé les défaillances du réseau de satellites Globalstar. Et cette faiblesse s'aggrave. Et en février 2026, l'ESA a publié les résultats de 11 ans de mesures SWARM. Depuis 2014, l'anomalie de l'Atlantique Sud s'est étendue d'une surface équivalente à la moitié de l'Europe continentale. Et depuis 2020, une région du sud-ouest de l'Afrique connaît un affaiblissement encore plus rapide. Le professeur Chris Finlay de l'Université technique du Danemark, qui dirige cette étude, explique que l'anomalie n'est pas un bloc monolithique. Elle évolue différemment côté africain et côté sud-américain. Sous cette zone, le champ magnétique fait quelque chose qui ne devrait pas se produire dans l'hémisphère sud. Au lieu de sortir du noyau, il replonge vers l'intérieur. Ces patchs de flux inversés migrent vers l'ouest au-dessus de l'Afrique, et c'est cette migration qui élargit et approfondit la zone de faiblesse. Alors, à l'échelle globale, le champ magnétique terrestre a perdu environ 10% de son intensité depuis qu'on la mesure systématiquement, c'est-à-dire depuis 1840. Un pôle qui fonce vers la Sibérie, un bouclier qui s'amincit, une anomalie qui grossit. Naturellement, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les pôles magnétiques vont s'inverser? Est-ce que le nord va devenir le sud? Ce n'est pas de la science-fiction, le champ magnétique terrestre s'est inversé des centaines de fois dans l'histoire de la planète. Au cours des 170 derniers millions d'années, on en a compté 540 inversions. La dernière complète, donc si vous recherchez, c'est l'événement Bruns-Matuyama, remonte à environ 780 000 ans. Et la fréquence moyenne est d'une inversion tous les 250 000 ans environ. Donc si on fait le calcul, nous serions en retard en quelque sorte de plus de 500 000 ans. Et une étude publiée en février 2026 par l'Université d'Utah a révélé quelque chose de troublant. En analysant des sédiments marins vieux de 40 millions d'années, les chercheurs ont découvert que certaines inversions passées n'avaient pas duré les 10 000 ans habituels, mais jusqu'à 70 000 ans. Pendant ces périodes prolongées, le bouclier magnétique de la Terre était drastiquement réduit. Plus de radiation cosmique qui atteignait la surface, la chimie de l'atmosphère qui changeait, l'évolution biologique en était probablement affectée également. Le professeur Peter Lippers de l'Université d'Utah précise que pendant une inversion, les hautes altitudes, mais aussi la planète entière, sont exposées à des taux accrus de radiation cosmique, avec des conséquences bien sûr potentielles sur les organismes pour naviguer ou sur le taux de mutation génétique que nous subissons. Alors, est-ce qu'une inversion est en cours? On ne sait pas, mais probablement pas. Du moins, pas dans un futur proche, pas à notre échelle. Le modèle WMM 2025 ne montre aucun signe précurseur du basculement imminent. Une autre étude de l'université de Lund a reconstitué le champ magnétique sur 9000 ans et a montré que des configurations similaires à celles d'aujourd'hui se sont déjà produites, sans jamais déclencher d'inversion. L'anomalie de l'Atlantique Sud elle-même pourrait se résorber dans les 300 prochaines années. Et les roches volcaniques de l'île de Sainte-Hélène, en plein milieu de cette anomalie, montrent que la zone est instable depuis au moins 11 millions d'années, sans que cela n'ait jamais provoqué de bascule. Mais voici ce que les scientifiques admettent ouvertement, ils ne peuvent pas prédire ce qui va se passer. Le comportement du noyau terrestre est, selon leurs termes, chaotique et imprévisible. On ne peut pas observer directement le flux de fer liquide à 2900 km sous la surface. On ne peut qu'en déduire les mouvements à partir de ce qu'on mesure au-dessus. C'est un peu essayer de comprendre les courants d'un océan en ne regardant que les vagues qui arrivent sur la plage. Et c'est peut-être le plus vertigineux dans toute cette histoire. Nous avons construit un monde entier, des systèmes GPS aux migrations de baleines en passant par les numéros peints sur le béton des pistes d'atterrissage, sur l'idée que le nord est un point fixe. Sauf qu'il ne l'est pas, il ne l'a jamais été, c'est juste qu'il bougeait si lentement que personne ne s'en rendait compte. Aujourd'hui, il bouge à 35 km par an, deux blobs rocheux de la taille de continent qui influent le magnétisme terrestre depuis un quart de milliard d'années, un trou dans notre bouclier magnétique qui grossit au-dessus de l'Atlantique, et les tortues marines qui naviguent grâce à un GPS biologique vieux de 100 millions d'années, doivent composer avec un champ qui se reconfigure sous elles. Donc je pense que vous l'avez compris, mais le Nord n'est pas un lieu, c'est une promesse que la Terre nous fait, en quelque sorte. Messieurs, dames, si ce genre de révélation scientifique vous fascine et que vous voulez comprendre comment l'intelligence artificielle nous aide aujourd'hui à modéliser et anticiper ces phénomènes, car depuis l'apparition de l'IA, tout s'accélère dans le domaine de la science, vous le voyez, vous en avez une démonstration ici, eh bien j'ai justement quelque chose pour vous.
J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.